La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La vie des idées. C'est un grand honneur et un grand bonheur de recevoir aujourd'hui à ce micro Jean Sévilla, journaliste et historien, qui était de passage ces derniers jours à Montréal dans le cadre d'une brève tournée de conférences. Journaliste au Figaro Magazine, Jean Sévilla est l'auteur d'une œuvre considérable qui a joué un grand rôle dans le dégel de la vie intellectuelle auquel on assiste en France aujourd'hui. Alors que l'hégémonie progressiste dominait la vie intellectuelle depuis longtemps, il était l'un des rares intellectuels à ne pas s'y soumettre et à y résister, toujours dans la courtoisie, mais avec une admirable fermeté d'esprit. 3 de ses livres, qui ont été autant d'étapes de ce combat, le terrorisme intellectuel, historiquement correct et moralement correct, ont récemment été réédités en un seul ouvrage ayant pour titre « Écrit historique de combat ». Jean Sévilla est aussi l'auteur de nombreux ouvrages historiques, parmi lesquels on trouve Quand les catholiques étaient hors la loi, Histoire passionnée de la France et quelques ouvrages consacrés à l'histoire autrichienne, notamment une biographie de l'impératrice Zita à laquelle il a consacré, dis-je, une conférence ce vendredi dernier à Montréal. Et je m'en voudrais de ne pas mentionner aussi un très beau livre récent, La France catholique. C'est pour parler de son œuvre que nous le recevons aujourd'hui. Jean Sévilla, bonjour. Bonjour. Alors, je me permets une première question. Il y a chez vous une vocation d'historien, mais aussi une insatisfaction quant à la manière dont on écrit l'histoire. Vous vous en êtes pris à l'historiquement correct, c'est-à-dire une forme de politiquement correct appliquée à l'histoire. Alors, ce serait une forme de question de lancement. Comment définiriez-vous cet historiquement correct auquel vous avez consacré un ouvrage et dont vous avez parlé, je crois, aussi au colloque sur la guérison de la mémoire? Écoutez, normalement, l'historiquement correct, l'histoire est une démarche de connaissance du passé. On doit comprendre le passé, ce qui s'est déroulé, les événements, les remettre dans leur contexte, à partir des mentalités de l'époque, de l'état d'une société. Or, l'historiquement correct, ce que j'ai appelé l'historiquement correct, c'est-à-dire, comme vous venez de le dire très bien, l'application du politiquement correct à l'histoire, ça n'est pas une démarche scientifique, ça n'est pas une démarche de connaissance, c'est au contraire une démarche politique et idéologique. L'historiquement correct va chercher à faire dire quelque chose au passé, à l'histoire, mais quelque chose non pas pour connaître l'histoire, pour en réalité transmettre un message pour aujourd'hui, qui est un message biaisé, parce que c'est un message qui a une coloration, une connotation fortement idéologique, fortement politique. Donc c'est ça, c'est une transformation du passé, une manipulation du passé, une utilisation du passé, avec des techniques qu'on pourrait résumer, que je peux résumer rapidement si vous voulez, qui visent donc à faire mentir le passé. L'histoire, d'abord, se conçoit dans la chronologie. Les événements s'enchaînent les uns les autres. C'est le fait même de l'histoire, les causes, les faits, les conséquences, causes, faits, conséquences. Ça, c'est le b.a.-ba du métier de l'historien. Or, l'historiquement correct va jouer sur les époques, les sociétés, va introduire de la confusion. En réalité, en histoire, on comprend les événements que dans un certain déroulement, c'est évident. Et puis, l'historiquement correct, donc, va juger le passé en lui appliquant les critères qui sont ceux de notre époque. Les critères mentaux, les critères culturels, les critères politiques. Prenons un exemple pour nous faire comprendre, de vos auditeurs, les droits de l'homme. Aujourd'hui, les droits de l'homme sont une sorte de valeur universelle, unanimement reconnue. Enfin, on peut en discuter des droits de l'homme, mais enfin, non pas des droits concrets, mais de la philosophie des droits de l'homme tels qu'ils sont interprétés. Mais aujourd'hui, donc, les droits de l'homme sont une valeur reconnue par le XXIe siècle. C'est le paradigme, en quelque sorte, culturel de notre époque. Or, on va juger le Moyen-Âge ou l'époque de l'Ancien Régime, d'avant la Révolution, où le monde avait à partir des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'on applique au passé des critères, des repères mentaux, culturels qui n'avaient pas cours à l'époque. Donc on s'expose à ne pas comprendre une époque. Une époque doit toujours être comprise dans son contexte. Il faut voir comment les gens voyaient le monde, quelle était leur philosophie de la vie, quelle était leur façon de vivre, quelle était leur représentation générale du monde. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre le passé. Donc l'historiquement correct fait de l'anachronisme, qui est le péché majeur de l'historien, et puis l'historiquement correct va faire de la morale, et la morale selon un critère binaire, mal. Alors qu'en réalité, en histoire, il y a du bien, en histoire, il y a du mal aussi, mais souvent, il y a de l'entre-deux, un peu de bien, un peu de mal qui sont mêlés. Or, l'historiquement correct va attribuer faire des jugements de valeur, en simplifiant tout, ce qui revient à fausser l'histoire.
Vous liez la question de l'historiquement correct à ce que vous avez aussi appelé le terrorisme intellectuel, c'est-à-dire des méthodes quelquefois de disqualification morale, d'expulsion du débat public, d'ostracisation du contradicteur. De quelle manière l'histoire est utilisée dans nos sociétés pour bétonner le débat public, pour exclure du débat public les contradicteurs de l'esprit dominant? Autrement dit, comment l'histoire est-elle instrumentalisée par cette logique du terrorisme intellectuel? Eh bien précisément parce que si l'historiquement correct, comme je le disais précédemment, veut émettre du jugement moral, or celui qui ne refuse d'émettre ses jugements d'ordre moral sur le passé ou sur l'histoire, qui refuse de condamner rétroactivement ses ancêtres pour les crimes qu'ils auraient commis, paraît-il, il faut voir. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de crime ou d'erreur dans l'histoire. Mais enfin, celui qui ne s'en démarque pas, eh bien, on considère qu'il est au fond solidaire de ces crimes. Et donc, qu'il en est porteur. Et donc, il faudrait lui faire expier ses crimes. Et donc, il faut à son tour le criminaliser. Il devient un déviant, celui qui ne souscrit pas aux oukases du politiquement correct ou de l'historiquement correct ou du terrorisme intellectuel, devient un individu je dirais, pour dire ça de façon brutalement, on pourrait le dire quasiment, lui imposer une sorte de mort civile, c'est-à-dire en lui ôtant toute légitimité intellectuelle, universitaire ou professionnelle, de façon à discréditer sa parole, de façon à tuer ses arguments et de façon à ce qu'on n'écoute plus. Il y a un certain nombre d'universitaires en France qui ont connu des phénomènes comme cela dans les dernières années. C'est du terrorisme intellectuel. Ça consiste donc à non pas discuter les arguments de l'adversaire, mais à discréditer de l'adversaire pour ne pas qu'il brandisse ses arguments, pour l'empêcher de se défendre et l'empêcher d'argumenter. Il y a ces années-ci en France, vous l'évoquez d'ailleurs dans la très belle préface que vous signez pour vos 3 ouvrages rassemblés, donc le terrorisme intellectuel, historiquement correct et moralement correct. Vous avez rassemblé ça dans écrit historique de combat. Et vous signez une préface où vous dites que finalement, il y a une forme de glacis idéologique en France, mais peut-être ailleurs aussi en Occident, on peut le ressentir. Il est en train de fondre. Donc les opinions hier proscrites, les philosophies hier disqualifiées, sont en train de revenir à l'avant-plan, le sens de la nation, le sens de l'histoire, une forme de légitimité de l'enracinement. Est-ce que on assiste vraiment aujourd'hui en France à une forme de décomposition lente ou accélérée, je ne sais pas, de cette espèce d'hégémonie politiquement correcte, ou est-ce que c'est tout simplement que appelons ça ceux qui étaient dissidents ont trouvé un peu d'espace pour respirer et s'en réjouissent? Est-ce qu'ils se réjouissent trop vite? Autrement dit, est-ce que le politiquement correct est en train de tomber en France? Et si oui, comment expliquer cette espèce de chute inattendue? Alors, il y a les deux phénomènes, en réalité. Il y a les deux phénomènes. Pour ce qui est du recul du politiquement correct, oui, d'une certaine manière, la banquise a un peu fondu. Il y a des espaces de liberté qui se sont ouverts. Pourquoi? Parce qu'il y a des mensonges qu'on ne peut pas perpétuer indéfiniment, parce que quand ils se heurtent à la révélation de la vérité. Donc, il y a un certain nombre de sujets qui étaient inabordables il y a 30 ans ou 40 ans, et sur lesquels aujourd'hui on peut dire la vérité. Un exemple, le communisme. Le communisme a été, le marxisme a joué un rôle énorme dans l'intelligentsia occidentale en général et en France notamment, où nous avons eu un des partis communistes les plus puissants d'Europe en tout cas, et donc où le poids du communisme a été extrêmement fort dans la vie des idées. Pendant très longtemps, on n'a pas pu dire du mal du communiste, analyser le communisme comme un phénomène objectif, en dire ce qu'il fallait en dire, c'est d'ailleurs un phénomène totalitaire, il faut bien dire les choses, on ne pouvait pas le dire parce que sinon on était soupçonné, accusé de complicité avec le fascisme. Tu es anticommuniste, donc c'est parce que au fond, tu regrettes la défaite de Hitler en 1945, donc tu es complice de Hitler, donc tu es toi-même fasciste, nazi, etc. C'était du terrorisme intellectuel. Bon, aujourd'hui, c'est fini ça. On peut dire la vérité sur le communisme, mais pourquoi aussi? C'est parce qu'il n'y a plus de communisme, c'est-à-dire que la vérité, au fond, ne dérange plus personne. Et il n'y a plus personne, enfin, il y a quelques communistes résiduels, mais enfin, il n'y a plus de poids du communisme. Donc, il y a de ce point de vue-là, la banquise a fondu. Maintenant, il y a d'autres sujets sur lesquels le politiquement correct s'est déplacé. Il y a encore des sujets interdits. Et donc, il y a encore des sujets interdits. Et donc, la critique du multiculturalisme, sujet que vous connaissez bien, Mathieu Bock-Côté, puisque vous avez écrit un beau livre publié en France et qui a été l'objet de grands débats chez nous,
est aujourd'hui un sujet dangereux, parce que si vous critiquez le multiculturalisme, ça veut dire qu'au fond, vous pensez que telle ou telle culture est produite par une civilisation de type inférieur, donc que les hommes qui porteraient cette civilisation seraient des êtres inférieurs, donc vous êtes raciste, etc. Je veux dire, c'est le raisonnement qu'on oppose à ceux qui s'opposent au multiculturalisme, qui est encore du terrorisme intellectuel. Je veux dire, ça, on peut critiquer le multiculturalisme, vous en êtes un exemple, sans pour autant être raciste. Je veux dire, toute culture a sa légitimité, son histoire, mais quand on est dans une civilisation, un pays qui est héritier d'une histoire, il ne s'agit pas de nier cette histoire, de faire autrement. Bon, c'est ça la défense des identités. Donc, le phénomène du politiquement correct s'est déplacé. Par ailleurs, il faudrait distinguer, alors ça c'est un sujet très franco-français, mais on va trouver des analogies dans les autres pays et sans doute chez vous aussi, même si je connais moins bien votre pays que vous ne connaissez le mien. Il y a, je dirais que je distinguerais la haute intelligentsia et la basse intelligentsia. Oui, bien sûr. La haute cléricature, comme je disais, et la basse cléricature. Tous les grands intellectuels qui écrivaient des pétitions progressistes, etc., telles qu'on avait il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, ça n'existe plus. Les intellectuels ultra-progressistes, ultra-de-gauche, aujourd'hui, en France, se taisent parce qu'ils ne savent plus quoi défendre. Je veux dire, parce qu'ils sont confrontés à des problèmes qui sont souvent des problèmes identitaires, la question de l'immigration, la question de la place de l'islam dans notre société, qui sont des questions complexes, à lesquelles il faut apporter des réponses d'ailleurs nuancées, raisonnées, mais enfin ce sont des questions auxquelles la pensée progressiste est peu accoutumée, parce qu'elle raisonnait souvent en termes d'inégalité sociale, de pauvreté. Or on s'aperçoit que les problèmes identitaires n'ont rien à voir avec les problèmes de pauvreté. Je veux dire, donc ils n'ont pas les bonnes réponses. Donc la haute caricature de gauche se tait en France parce qu'elle n'a pas d'arguments. En revanche, il y a une basse caricature, et notamment avec deux éléments qui sont très forts. L'éducation, le monde de l'école est un monde très orienté politiquement. 70 à 80% des professeurs en France votent à gauche, ils sont progressistes, etc. Je dirais, du point de vue démocratique, c'est leur droit le plus strict. En tant que citoyens français, ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent, de voter comme ils veulent. Seulement, quand toute une profession est aussi massivement orientée, on ne me fera pas croire que ça n'a pas une incidence sur le contenu de l'enseignement. Et c'est la même chose pour un autre métier qui est le mien, malheureusement, où c'est comme ça. Le journalisme, le monde médiatique en France est orienté à 80 à 90% à gauche, progressisme, multiculturalisme, etc. Et donc, ces deux filtres, comme tout Français, mais comme tout occidental, va à l'école et comme tout occidental écoute sa radio le matin, quand toute l'école penche d'un côté massivement et quand les médias penchent d'un côté de l'autre, du même côté d'ailleurs, ça veut dire que toute la société, malgré tout, est sous la pression d'une forte orientation politique et idéologique. Il y a, on a l'impression, à tout le moins, quand on regarde la France de l'autre côté de l'Atlantique, j'ai l'impression qu'il y a néanmoins une demande sociale, pour reprendre le concept de sociologue, il y a une demande populaire pour une transgression de la rectitude politique. Oui. Il y a une attente du commun des mortels pour réhabiliter certaines notions qui ont été disqualifiées moralement d'une manière ou de l'autre, qu'il s'agisse de la patrie, de l'enracinement, de l'école traditionnelle, de l'autorité légitime et ainsi de suite. Est-ce que ce malaise social, cette demande populaire était présente depuis longtemps et a finalement pu s'exprimer, ou est-ce qu'il s'agit d'un phénomène assez nouveau finalement que cette émergence d'un peuple à sensibilité conservatrice? Écoutez, ça c'est un phénomène assez nouveau dans l'histoire politique. Enfin, il y a des antécédents très lointains ou pas trop lointains. Mais enfin, je dirais que la droite populaire en France était un peu perdu dans les sables politiques dans les années 60-70, après la mort du général de Gaulle, la droite libérale s'est convertie entièrement au libéralisme, convertie entièrement à l'européisme sous le sens comme si c'était le sens de l'histoire, et donc voilà. Donc il y a depuis à partir et puis à l'autre échelle de l'idée patriotique, qui était portée, mais sur l'extrême échelle droite, je dirais, de l'échiquier politique français par le Front National. Voilà. Et donc, il n'y avait pas d'espace. Alors aujourd'hui, comme il y a des questions identitaires qui se posent à la société française, comme à l'ensemble des sociétés occidentales, eh bien, il y a un questionnement qui vient et qui est porté, en effet, par le peuple. C'est le troisième volet. Vous faites bien d'enchaîner votre question, parce qu'en effet, il y a le terrorisme intellectuel qui reste installé dans la société française, c'est ce que je disais auparavant, mais en même temps, il y a une contestation de
ce terrorisme intellectuel par en bas. Simplement, il y a une sorte de chape de plomb qui ne voudrait pas faire qui voudrait empêcher cette demande populaire de s'exprimer, mais cette demande populaire, elle s'exprime comment? Par les élections, par la voie démocratique. Et en effet, toutes les résultats des élections. Alors en ce moment, le jeu présidentiel français est un peu troublé en raison d'événements circonstanciels qui sont pas liés au fond au jeu des idées lui-même, mais à des histoires humaines. Mais depuis 10-15 ans, on peut dire que le curseur politique français se déplace vers une demande de sécurité, une demande d'identité, une demande de nation, une demande de frontières, une demande d'autorité, une demande conservatrice au fond, c'est ça, et qui pour le coup émane de la population, c'est évident. Il y a une demande populaire qui est plus forte que les autres peut-être, et c'est le désir d'une histoire commune, c'est-à-dire cette volonté de raconter l'histoire de son pays autrement que sous le signe de la pénitence, de la repentance, autrement finalement que sous le signe de l'historiquement correct. Et dans un très beau livre, Histoire passionnée de la France, vous avez, finalement, c'est la vocation probablement de tout historien, c'est en dernière instance, c'est écrire l'histoire de son pays. C'est une idée qui doit nous traverser d'une manière ou de l'autre. Et c'est un livre où vous êtes mis à la tâche, vous avez écrit cette histoire de France. Lorsqu'on vous lit, on y retrouve une espèce de une tension qui traverse l'histoire du pays, le désir de faire l'unité. Comment faire de l'unité dans un pays qui est porté sinon au morcellement, tout le moins à la division. Votre histoire passionnée de la France, si on cherchait à retrouver le fil conducteur de cette histoire, est-ce que c'est cette quête d'unité? Quels sont les autres éléments? Est-ce que c'est un désir de continuité aussi, de réparer la fracture révolutionnaire? Qu'est-ce qu'on peut trouver comme fil directeur dans cette histoire passionnée de la France que vous nous avez proposée? Malheureusement, la fracture révolutionnaire, je n'aime pas la Révolution française, je ne m'en cache pas, mais enfin, je suis obligé, comme historien, de constater qu'elle fait partie de l'histoire de France et qu'elle est au cœur de notre histoire. Donc, je ne peux pas non plus exclure cette fracture révolutionnaire de l'histoire. L'histoire de France ne s'arrête pas en 1789. Voilà, de même que la France n'a pas commencé en 1789, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire, mais elle ne s'est pas non plus arrêtée en 1789. Donc, l'histoire de France, c'est une tension entre l'unité et la division. Cette tension-là a toujours existé. Elle existait sans doute même sous les rois de France, de façon orientée différemment, mais je crois que c'est pas simplement la Révolution qui a marqué cette dichotomie. Et donc il y a en permanence, en effet, les Français d'abord mais alors, la Révolution a accéléré le phénomène parce que nous sommes un peuple, malheureusement, enfin une nation, nous sommes devenus une nation. Si vous voulez, nous étions une nation chrétienne et monarchique. Les Français, jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, étaient chrétiens à 95% et aimaient le roi de France. Il y avait parfois des révoltes, comme partout, mais c'était des révoltes sociales, comme toute société. Qui ne remettaient pas en question la légitimité, qui ne remettaient pas la légitimité royale en soi. Et puis il y a le grand choc de la Révolution française, qui en effet essayait à la fois de déchristianiser la société française, c'est ce qu'on oublie aujourd'hui, politiquement correct, voudrait pas qu'on le dise, mais enfin moi je le dis, la Révolution française, c'est d'abord une révolte contre le christianisme, contre le poids de l'Église, le pouvoir de l'Église dans la société française de l'époque. Hein. Et donc après, on a à partir de là, il y a une sorte de fracture. Il y a une France qui aime la Révolution, il y a une France qui n'aime pas la Révolution. À partir du XIXe siècle, il y a deux franges, une frange de gauche, une frange de droite. Mais donc il y a une sorte de tension pour maintenir l'unité. De temps en temps, il y a des hommes qui essayent de dépasser, je dirais, ça va de Bonaparte à De Gaulle, des hommes un peu d'exception qui essayent de dépasser ce clivage-là en proposant une sorte de nouveau contrat social, une nouvelle vision de la nation, une synthèse qui réconcilie Dieu. Ça fait partie aussi de notre histoire. Mais les tensions il nous est resté, ça c'est malheureusement un défaut national, c'est devenu un défaut national, ce côté idéologique, si vous voulez. Il y a beaucoup de peuples européens qui sont des peuples pragmatiques. Chez nous, en France, on résout pas les problèmes par la réforme, par la discussion, par la négociation, on la résout par l'affrontement, la confrontation, la grève, quand ce n'est pas la révolution ou la révolte. Enfin, je veux dire, malheureusement, l'histoire de France est une histoire tissée d'affrontements extrêmement durs qui peuvent aller jusqu'à la guerre civile. Hein. Malheureusement, Stendhal, le grand Stendhal, qui est un grand écrivain français du XIXe siècle, disait que le français est un animal de guerre civile. C'est un mot terrible, Les Français aiment
50 ans, 60 ans, ou tous les 100 ans, s'affronter, mais très très durement. Et ce sont des affrontements qui laissent toujours des cicatrices, pour lesquelles il faut plusieurs générations pour réparer le mal. Est-ce que vous avez, on disait quelquefois que la Ve République avait réglé une fois pour toutes le problème institutionnel en France, c'est-à-dire on avait restauré la monarchie sous une forme républicaine. Je crois que c'était l'intuition du général de Gaulle, mais quelques années, alors que même qu'il était, c'était son intuition première quand il décide de ce contrat entre le président de la République et le peuple par l'élection au suffrage universel direct du président de la République. Et la première fois, ça arrive, c'est en 1965, cette première élection. Mais déjà en 65, d'ailleurs, le général de Gaulle est mis en ballottage, c'est-à-dire qu'il n'est élu qu'au deuxième tour, alors que pour lui, c'était évident, il lui paraissait évident qu'il a été élu dès le premier tour. Et puis on s'aperçoit que les partis que le général de Gaulle voulait mettre de côté, très vite ont repris malheureusement possession du jeu politique. Et je veux dire, l'intuition fondamentale gaullienne que personnellement j'approuve, qui était cette monarchie républicaine, cette synthèse en quelque sorte, a été mise à mal par le jeu des partis, par le fait qu'on a réduit le mandat présidentiel qui était de 7 ans, on l'a réduit à 5 ans. Pour moi, ça, c'est une erreur fondamentale parce que c'est diminuer c'est enlever du temps à l'exécutif, c'est donc c'est le réduire le temps où il est un peu soulagé des préoccupations électorales immédiates. Là, un président arrive, il a une première année où il peut faire du travail, et puis à partir de sa deuxième année, il se dit dans 3 ans, il faut que je me représente, et donc il entre dans une logique électorale, et donc une logique de plaire à telle ou telle catégorie en fonction de ses intérêts. Enfin, il peut commencer à penser à sa réélection. Je veux dire, c'est un des drames. Je pense que il y a plus de roi de France, c'est comme ça. Mais je veux dire, si nous avions la Révolution a fait que nous avons une rupture fondamentale avec la forme monarchique du pouvoir. Je pense que les Britanniques sont arrivés, qui sont un État démocratique depuis longtemps, en même temps autour de la reine, une fonction symbolique d'une quelqu'un qui incarne l'État, qui incarne la nation dans sa durée, dans sa continuité. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Vous verrez que quand la reine d'Angleterre quittera ce monde, ça lui arrivera un de ces jours, ça sera un événement planétaire. La reine d'Angleterre est une vedette mondiale, si je puis dire, et en même temps, elle symbolise l'Angleterre de toujours. Vous évoquiez tantôt la figure de la guerre civile. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, la France est de nouveau hantée d'une manière ou de l'autre par le spectre de la guerre civile? La formule revient chez quelques essayistes. Elle a changé de sens. Autrefois, la guerre civile, c'est entre deux factions idéologiques dans un même pays. Aujourd'hui, il y a des tensions avec la vraie guerre civile, au sens historique du terme, c'est quand un pays se déchire totalement, où il y a deux puissances pratiquement équivalentes, qui ont les mêmes forces et les mêmes forces armées, qui se déchirent et qui se partagent le territoire, et puis il y en a un qui gagne et l'autre qui perd. Voilà. C'est ça, là. C'était catholiques et protestants au XVIe siècle, c'est la guerre d'Espagne en 1936-1939. Dieu merci, nous n'en sommes pas là. La puissance publique en France, la puissance armée, la force armée reste du côté de l'État. L'armée, la gendarmerie, enfin les forces de l'ordre. Voilà. Maintenant, on a une sorte de décomposition du pouvoir. Il y a malheureusement un certain nombre de portions du territoire français qui sont en situation objective de sécession vis-à-vis de la législation. Ce sont des territoires de trafic, de la drogue, où circulent des armes. Et là, on a un cocktail qui est réuni pour des troubles sociaux extrêmement graves que je ne souhaite surtout pas. Mais je suis, comme citoyen français, assez inquiet sur les possibilités de désordres graves qui peuvent arriver dans les années qui viennent. Ouais. Et est-ce qu'on peut dire que le pouvoir en France, De Gaulle a cherché à restaurer, est-ce que le pouvoir s'est peu à peu vidé de sa puissance, vidé de sa substance, pour le dire ainsi? Est-ce que la France, autrement dit, aujourd'hui, a la vigueur institutionnelle nécessaire pour restaurer son unité? Ou est-ce que vous croyez que d'une manière ou de l'autre, la France va vers une de ses cris? La formule, je crois, vient de Raymond Aron disait au général de Gaulle, la France ne fait pas de révolution, mais elle fait des réformes. Et le général de Gaulle avait répondu, non, la France fait une révolution et dans la révolution, elle en profite pour faire quelques réformes. Croyez-vous qu'on est à un moment qui risque de bascule, un moment de fracture à l'horizon, ou est-ce que c'est une pensée catastrophiste que de croire cela? Ce n'est pas une pensée catastrophiste, même si ce qui arrive peut être une catastrophe. Mais je pense en effet qu'on est à un moment de rupture, qu'il y a une sorte de déconnexion
on va dire, de la classe politique actuelle française et de la population, des attentes de la population, de la réalité du terrain social français, une déconnexion qui me paraît extrêmement préoccupante. Et d'ailleurs, cette déconnexion est aussi vraie à droite qu'à gauche. Donc là, de ce point de vue-là, je ne ferai de cadeau à personne, même si personnellement, c'est pas un secret, je suis un homme de droite, mais enfin, la classe politique de droite n'est pas toujours exemplaire et n'a pas toujours elle-même conscience des enjeux, des attentes de notre société, où je pense qu'il y a une grande fragilité. C'est aussi un des drames aussi c'est un peu le drame mais c'est vrai, quoi qu'il y ait Madame Merkel en Allemagne, qui est un personnage qui sort, mais les grands hommes politiques sont rares dans l'histoire en général. Hein. Les hommes d'État tout court sont rares. Hein. Et il se trouve que les années de la guerre et de l'après-guerre ont produit en Europe des hommes d'État, parce que c'est des gens qui avaient traversé des périodes tragiques, qui avaient été... Le tragique suscite les grandes vocations politiques. Voilà. Aujourd'hui, nos hommes politiques ont fait... on a une grande école en France qui s'appelle l'École nationale d'administration, qui est l'école par laquelle passent 80% de nos hommes politiques. Ce sont des technocrates dont la culture historique est faible, la culture philosophique nulle et la culture religieuse et spirituelle encore plus nulle. Donc on a des gens qui n'ont pas de substrat fondamentales sur les questions anthropologiques, sur les questions historiques, sur les questions philosophiques, qui sont au fond les seules choses vraiment intéressantes. Qu'est-ce que l'homme? À quoi sert-il? Quel est son destin? Est-il une créature? S'est-il créé lui-même, ou est-il un agent dans un ordre du monde plus vaste? Ce sont des vraies questions fondamentales qui devraient normalement animer le politique. Ce sont des questions malheureusement qui sont absentes de la réflexion de l'immense majorité de la classe politique française. Il nous reste à peu près 1 minute 30 avant la pause. Un historien s'intéresse à ce qui est arrivé, s'intéresse peut-être aussi de temps en temps à ce qui n'est pas arrivé, c'est-à-dire des occasions ratées, des occasions perdues, des moments gâchés. Est-ce que la France, depuis 50 ans, a connu une véritable occasion gâchée, une véritable occasion perdue, où elle aurait pu reprendre en main son destin d'une manière ou d'une autre? C'est compliqué à expliquer en 1 minute. Voilà, moi je ne suis pas un nationaliste borné. Je suis un patriote français et je pense qu'il y avait quelque chose à faire avec la construction européenne. Je pense en revanche, là où je suis critique, c'est qu'à partir du début des années 90, le projet européen a muté et a enlevé pratiquement toute souveraineté aux États qui composent l'Europe, et je pense que c'est une erreur et qu'on risque d'avoir un choc en retour qui aboutit éventuellement à détruire l'Europe, ce qui ne serait pas un progrès non plus. Donc voilà, là je pense que c'est une occasion manquée. Alors Jean Sévillat, nous passons à la pause pour quelques instants et au retour de la pause, je vous poserai plusieurs questions à propos notamment de vos livres sur l'histoire du catholicisme en France, notamment quand les catholiques étaient hors la loi et la France catholique. Alors de retour dans quelques instants après la pause. Vous êtes à l'antenne de Radio VM. Jean Sévillat, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages pourtant d'une manière ou de l'autre touchant à la question du catholicisme en France. 2 d'entre eux notamment sont absolument remarquables. Je pense à Quand les catholiques étaient hors la loi et à La France catholique, qui est un livre tout récent. Alors j'aimerais poser une question sur le premier d'entre eux, Quand les catholiques étaient hors la loi. On a tendance à oublier, enfin vous me corrigerez si je me trompe, que on dit quelquefois aujourd'hui que la laïcité est particulièrement sévère à l'endroit des musulmans en France. Mais on a tendance à oublier, me semble-t-il, que la seule religion qui a été véritablement persécutée par la laïcité, en quelque sorte, avec une vigueur politique qui ne nous est plus coutumière, c'est le catholicisme. Ce sont les catholiques, on pourrait dire dans le cadre de la Révolution, mais peut-être aussi au début du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire que l'angle mort de l'histoire de la laïcité en France, c'est une persécution avouée ou inavouée du catholicisme et des catholiques? C'est tout à fait le cas. Il y a une persécution en effet des catholiques, du catholicisme de l'Église à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est une page d'histoire tout à fait méconnue et j'ai publié ce livre en 2005 que vous évoquiez, Quand les catholiques étaient hors la loi, pour le centenaire de la loi de 1905, qui est la fameuse loi en France de séparation des églises et de l'État. Alors, pour vos auditeurs, recontextualiser cette histoire qui leur est sûrement étrangère. Il y a le choc de la Révolution française, 1789, etc., qui est un choc contre la Révolution. Puis ensuite, au
XIXe siècle, Bonaparte fait un concordat avec l'Église en 1801, c'est un concordat qui va durer pendant tout le XIXe siècle, qui donne un certain nombre de libertés à l'Église, tout en d'ailleurs en lui donnant des contraintes aussi, parce que le concordat, par exemple, les évêques devaient nommer avec l'autorisation des pouvoirs publics, de l'État, après l'accord du pape, il y avait beaucoup de contraintes. Enfin bref, toujours est-il que le XIXe siècle avance. 1870, le Second Empire, Napoléon III tombe et va jusqu'à une république qui est d'abord une république prise en main par des monarchistes et conservateurs qui veulent restaurer le roi de France. C'est l'histoire du comte de Chambord, c'est une histoire un peu lointaine, ça ne se fait pas. Et après, cette troisième république, qui est la troisième république française, est prise en main, va être prise en main par la gauche, et cette gauche est anticléricale. L'anticléricalisme est ce qui est le ciment de la gauche républicaine à la fin du XIXe siècle. Et donc à partir de 1879, puisque c'est la date précise, où les anticléricaux arrivent au pouvoir, jusqu'en 1939, c'est quand même long. Quand même. Eh bien, les catholiques vont être exclus du pouvoir en France. Il n'y a pas de ministre catholique entre 1879 et 1939 dans un pays où 95% des gens appartiennent à l'Église catholique. Ça n'est quand même pas rien. Ça, c'est un aspect qui n'est pas connu. Et ces anticléricaux, quand ils arrivent au pouvoir à la fin du XIXe siècle, ont un programme qu'ils vont appliquer de façon méthodique. Séparer l'Église et l'école, ça va être les lois Jules Ferry 1880-1881, c'est-à-dire que auparavant, même les écoles publiques, l'école d'État, les religieux pouvaient enseigner, il y avait du catéchisme à l'école, il y avait des crucifix dans les classes, enfin la dimension chrétienne n'était pas exclue de l'école publique. Ces lois vont faire une école où toute trace religieuse va être supprimée, ce qui est donc une extrême violence dans un pays qui est un pays encore une fois majoritairement catholique. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, ces anticléricaux ont une aversion à l'égard des congrégations religieuses, parce que les congrégations religieuses, pour une question d'organisation dans l'Église catholique, dépendent pour une part des évêques, mais surtout en général de Rome. Les congrégations dans l'Église ont une forme d'autonomie au sein de l'Église, même si dans l'Église tout est hiérarchique et in fine tout remonte jusqu'au pape, on va dire. Mais enfin, et donc il y a une animosité à l'égard de ces congrégations, d'autant que ces congrégations, vis-à-vis de ces anticléricaux, sont plutôt dans une logique de maintien de la pensée traditionnelle, souvent encore avec monarchistes, voilà. Donc il y a une sorte de vengeance que va vouloir prendre la Troisième République, et elle va prendre un certain nombre de lois qui va aboutir à, ça se fait au début entre 1901 et 1904, ce qui fait que toutes les congrégations religieuses en France vont être interdites. Et elles vont être contraintes à l'exil, soit elles ont été obligées de se dissoudre, se disséminer, quelques-unes ont fait ce choix, c'est un choix souvent qui n'a pas été heureux, mais la plupart ont fait le choix de quitter la France pour se maintenir leur vie communautaire. Ce qui fait la chose n'est pas connue, donc schématiquement, entre 1903, c'est le moment où la loi entre en action, et 1904, il y a alors les sources sont un peu déficientes, et donc on n'arrive pas à avoir un chiffre précis, mais entre 30 000 et 60 000 religieux et religieuses français sont obligés de quitter la France. Le Canada et le Québec notamment en ont beaucoup profité. Oui, bien sûr. Puisque beaucoup de congrégations se sont exilées et sont installées ici. Voilà. Donc c'est un deuxième axe. Donc la vie, les couvents, les monastères, les abbayes se vident en France. Alors que d'un point de vue catholique, c'est quelque chose de fondamental. La présence religieuse de ces moines, ces religieux, qui est une présence d'abord spirituelle par la prière, mais qui était aussi une présence humaine par l'enseignement, par la santé, puisque beaucoup de religieuses étaient infirmières. Voilà, tout ça disparaît. Et le dernier axe, c'est la séparation des églises et de l'État. C'est la loi de 1905. C'est-à-dire qu'à partir de 1905, l'État français ne salarie ni ne reconnaît aucun culte. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît aucune. L'État se veut laïque. L'État se veut de toute exigence religieuse, et à partir de ce moment-là, les cultes ne sont pas salariés, c'est-à-dire que l'Église de France, qui avait un budget, le perd, et donc va vivre de la charité des fidèles, qui est le seul moyen dont vit l'Église aujourd'hui en France, puisque l'Église de France ne touche pas un centime d'argent public. Et donc cette grande séquence
qui va des années 1880 aux années 1910, parce qu'après il y a des suites, j'entre pas dans les détails, ça serait trop compliqué, est en effet un choc très grand de laïcisation forcée de la société française. Encore une fois, l'Église de France jusqu'aux années 1960, si on remonte plus loin dans l'histoire, jusqu'aux 1960, 90% des Français étaient baptisés au sein de l'Église catholique. Vers 1900, la proportion devait être supérieure, on devait être à 90%. Si vous voulez exclure de la vie sociale et publique une Église qui représente 90% de la population d'un pays, c'est de la violence. C'est de la violence. C'est de la violence sociale, symbolique, culturelle, réelle. Or, cette phase-là, en effet, n'est absolument pas connue. Pour des raisons, je n'entre pas dans ce débat-là, mais l'Église d'aujourd'hui elle-même de France ne tient pas trop à rappeler cette séquence, parce que l'Église veut pas avoir l'air de provoquer l'État. L'Église, Dieu merci, d'une certaine manière, est sortie de la logique de l'affrontement avec l'État. Mais enfin, c'est pas parce qu'on est sorti de la logique de l'affrontement avec l'État qu'il faut réécrire le passé. Donc, c'est pour ça que moi j'avais écrit ce livre. Je suis assez content de l'avoir écrit. Enfin, c'est une histoire triste. Je moi-même ai beaucoup appris. Je connaissais mal cette période. Donc, quand on écrit un livre, par définition, on cherche, on va dans les archives. Je me suis aperçu de l'extrême violence de cette époque, l'extrême violence anti-religieuse. Et aujourd'hui, quand je dis ça pour tempérer parfois certains de mes amis, parce que aujourd'hui, il y a un certain climat souvent anticatholique dans la société française, même assez souvent, et j'ai des amis qui me disent on n'a jamais vu ça. Je dis si, reprenez les archives, relisez mon livre, de la violence anti-chrétienne et anticatholique, on en a eu en France en 1900. Alors, comment expliquer cette forme d'hostilité? Enfin, on parle de mouvement de laïcisation, on pourrait aussi parler de mouvement de déchristianisation forcée, ou d'une volonté d'arracher brutalement les racines chrétiennes de la France, les racines catholiques. Comment expliquer cet acharnement contre le catholicisme au début du XXe siècle? Ça puise dans la pensée révolutionnaire, bien sûr, mais quel est le noyau ou le moteur philosophique de cet acharnement? Il n'est pas tant philosophique que social. En réalité, c'est parce qu'en 1900 encore, enfin 1880, on dit au moment où ça commence, l'Église, alors qu'on est pourtant un siècle après la Révolution française, mais après la persécution de la Révolution, il y a eu le concordat, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu le concordat de Bonaparte en 1800. Et le 19e siècle va être un grand siècle catholique. C'est-à-dire que l'Église s'est reconstruite, qui avait été détruite par la Révolution française. L'Église au 19e siècle s'est reconstruite de façon tout à fait considérable. Il y a 60 000 prêtres en France en 1860. 60 000, c'est un chiffre considérable. En 1860, à la fin du 19e siècle, l'Église de France, un missionnaire catholique sur deux dans le monde est français. C'est vous dire la puissance de l'Église de France, c'est-à-dire qu'elle envoie en Afrique, en Asie, en Amérique, etc. Je veux dire, les missionnaires, 1 sur 2 est français. C'est dire la puissance de l'Église de France. Et donc cette Église-là, elle a des fonctions d'enseignement, elle a des fonctions culturelle, je dirais, par des universités. Elle est présente dans les hôpitaux. Elle est présente, je dirais, sur le plan social. Je dirais tout ce qui est maison de charité, soins des pauvres, soins des handicapés. Tout ça, ce sont des œuvres d'Église. Et en fait, les anticléricaux se disent, il faut enlever à l'Église tout ce pouvoir qu'elle a sur la société, qui est un pouvoir d'influence. Et donc, c'est plus ça. Alors derrière le projet philosophique que vous posez la question, je crois que c'est toujours le vieil antagonisme issu de la Révolution française, c'est-à-dire qu'il y a un parti au sens intellectuel, qui est antichrétien par principe, voilà. Et là, cette deuxième Révolution française, en quelque sorte, qui est la grande séquence anticléricale de la fin du XIXe siècle, fin du XXe, c'est la volonté d'ôter à l'Église sa puissance sociale, de la diminuer. Et cette révolution a eu ses effets, parce qu'en effet, elle a marqué un recul du poids de l'Église dans la société française. D'ailleurs, vous évoquez dans le livre « Quand les catholiques étaient hors la loi », vous avez un chapitre dans le mémoire, si je me trompe pas sur le titre, c'est que quand la laïcité ne suffira plus pour nous définir. Donc la laïcité est devenue au XXe siècle un élément presque de définition identitaire de la France. La laïcité servait de principe de définition de l'être français, disons ça comme ça. Et vous posez la question, et vous la posez avant que bien la pose aujourd'hui. Encore une fois, c'est ce qui est intéressant, avec presque 10 ans d'avance, vous voyez apparaître quelque chose. La laïcité, un jour, va presque s'épuiser, en quelque sorte, et va se poser à nouveau la question des racines chrétiennes de la France. Ou à tout le moins, la part de son identité qui répond encore à sa part chrétienne,
pour quelles raisons, dans quelles circonstances peut-on dire qu'il y a eu une forme d'épuisement relatif de la laïcité à la française? Et comment a-t-on assisté à une forme de renaissance de la question catholique dans l'espace public ces dernières années en France? Écoutez, d'abord, la société française est comme pratiquement toutes les sociétés occidentales, est soumise à des forts courants migratoires. Ces courants migratoires viennent de tous les coins du globe, y compris de coins du globe où des gens arrivent avec une religion dont ils sont sûrs, dont ils ne doutent pas et qu'ils veulent affirmer dans l'espace public. Ce sont les musulmans, pour ne pas les nommer. Je ne dis pas ça pour stigmatiser les musulmans. J'ai d'ailleurs des amis musulmans, la question n'est pas là. Mais je veux dire, dans une terre, il me paraît logique que dans un pays où le christianisme est chez lui depuis 20 siècles, le judaïsme aussi, parce qu'il y avait des communautés juives dès le temps des Gaulois. Oui, vous le mentionnez d'ailleurs dans l'histoire passionnée de la France. Tout à fait. En revanche, l'islam est arrivé soit par notre histoire coloniale, soit plus récemment par notre histoire migratoire. Donc il me paraît tout à fait logique que l'islam n'ait pas la même place. Je ne parle pas des individus, mais l'apport de l'islam à l'histoire de la France, à la culture française, à la civilisation française n'est pas du même ordre que le christianisme ou minoritairement le judaïsme. Donc la reconnaissance de l'identité française implique la reconnaissance de la part du christianisme dans l'identité française. Ce qui ne veut pas dire qu'on est forcé pour être un bon Français, d'être chrétien. Il y a d'excellents Français qui ne sont pas chrétiens. Mais je veux dire, non, un bon Français est obligé d'accepter, même s'il est non-croyant, même s'il est musulman, même s'il est juif, il est obligé, s'il est sincère, s'il aime son pays, d'accepter la part chrétienne de la France, qui est une part essentielle, qui est inscrite dans notre histoire, encore une fois, depuis 20 siècles. Je dis 20 siècles pour schématiser, la France n'existe pas depuis 20 siècles, mais vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Vous écrivez, vous avez publié en fait, je crois que c'était en 2015, fin 2015, j'espère ne pas me tromper, La France catholique, qui est un beau livre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ça le format beau livre trait d'union, mais c'est un très très beau livre où vous, d'ailleurs c'est pas les catholiques en France, c'est la France catholique. Oui. Donc autrement dit, vous soudez d'une certaine manière ces deux notions et vous notez la renaissance aujourd'hui d'un catholicisme non pas seulement patrimonial, parce qu'on peut dire que même effectivement des gens qui ne sont pas croyants peuvent se réapproprier le catholicisme à la manière d'un patrimoine auquel ils adhèrent. Il peut y avoir des musulmans, des juifs, des catholiques, des athées de culture chrétienne, pour le dire ainsi. Mais là, vous notez quelque chose de plus. Vous notez une forme de renaissance du catholicisme en France. Quelle est la forme de cette renaissance aujourd'hui? Qu'est-ce qui le caractérise? Autrement dit, ça ne semble pas être effectivement le catholicisme des années 60, qui est un christianisme de gauche, militant, social et tout ça. Donc, vous notez la renaissance du catholicisme en France. Quels sont les termes, quels sont les éléments de cette renaissance? Les éléments de cette renaissance, d'abord, c'est un retour, c'est un produit du pontificat de Jean-Paul II, puis de Benoît XVI, donc le pape François hérite de tout ça, mais historiquement parlant, sociologiquement parlant, dans l'histoire de l'Église en France, ça s'est fait sous le long pontificat de Jean-Paul II et Benoît XVI. C'est toute une génération qui est devenue 2 générations puis 3 générations de catholiques qui ont vu d'abord dans le message chrétien ce qu'il est d'abord, c'est un message religieux, c'est-à-dire c'est la bonne nouvelle, c'est l'idée que le destin de l'homme ne s'arrête pas à sa vie terrestre, que la foi doit être vécue, enfin que la vie doit être vécue sous le regard de Dieu. Et donc il y a toute une génération de catholiques qui a fait un retour, alors que la génération des années 60-70 avait une vision très horizontale, très socialisée, je dirais, de la foi. Là, ce nouveau catholicisme qui retrouve des intuitions très anciennes s'ancre dans la foi, dans la spiritualité, dans la contemplation, et donc ça apporte d'ailleurs concrètement dans la vie de l'Église de France, ça apporte un retour à des pratiques religieuses qui avaient été abandonnées. C'est l'adoration eucharistique, ce sont les pèlerinages, le développement des pèlerinages est quelque chose d'extrêmement important dans l'Église de France aujourd'hui. Pèlerinage de Chartres, pèlerinage de Vézelay, pèlerinage de Cotignac, qui sont des vrais pèlerinages où les gens ne vont pas en autobus, mais ils vont à pied, sac au dos. Il fait chaud, il fait froid, on a faim, on a soif, on a mal aux pieds, mais pourtant on voit des milliers de familles, milliers et de tous âges qui font ces démarches-là. Et donc il y a tout un noyau, et ce noyau est un noyau très très familial. En effet, nous avons en France une
spécificité qui dans le monde catholique, c'est-à-dire qu'on a un noyau de familles nombreuses, la famille nombreuse catholique, les cathos, comme on dit, comme caricature, avec leur grande voiture, leurs nombreux enfants, eh bien, sont une force extrêmement vivante, qui produit en plus des vocations religieuses, des prêtres, des religieux, des religieuses, et donc qui s'inscrit dans des mouvements avec une forte exigence non seulement spirituelle mais intellectuelle. Il y a de nouveau des mouvements de formation, de formation théologique pour les jeunes. Donc il y a quelque chose. Il y a un noyau extrêmement fort, très vivant dans l'Église de France aujourd'hui. Qui, par ailleurs, l'Église de France, qui se porte pas toujours très bien non plus, parce que à côté de cette grande renaissance, il y a en effet des secteurs un peu anciens qui sont en train malheureusement, de reculer. Et globalement, je vais pas dire le contraire. Il y a globalement un phénomène de déchristianisation de la France ou de recul de la place de l'Église dans la société française qui est évidente, et du recul du nombre de pratiquants, etc. Mais au sein je dirais de ceux qui restent, il y a c'est plus qu'un petit troupeau qui reste comme le dernier des Mohicans. On sent qu'il y a des éléments de renaissance qui sont avec une fécondité humaine, spirituelle, qui fait que je considère que l'histoire n'est pas terminée, n'est jamais terminée l'histoire, mais je pense moi que la France catholique n'a pas dit son dernier mot, parce qu'on s'aperçoit, et on l'a vu dans un certain nombre de mouvements sociaux au cours des dernières années, qu'en effet en politique, etc., que les catholiques recommencent à compter en France. Vous évoquez une forme de déchristianisation du corps social dans son ensemble. Ouais. Néanmoins, cette renaissance catholique, elle est vécue comment? Le commun des mortels, si vous me permettez cette formule, réagit comment devant cette espèce de renaissance inattendue du catholicisme? Alors, il y a deux solutions. Alors, parfois, ça crée de l'animosité parce qu'il y a des préjugés anti-religieux qui existent, des préjugés contre l'Église, donc parfois l'animosité. Et ça existe, faut pas dire le contraire. En même temps aussi, il y a une sorte je pense, d'intérêt, de fascination, ou du moins d'attrait, parce que dans un monde qui est devenu uniquement le monde de l'argent, le monde du plaisir, le monde du sexe, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais est-ce que la vie c'est seulement de gagner de l'argent et d'avoir des relations sexuelles? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on peut pas tirer vers le beau, qui nous tire vers la transcendance? Il y a quand même des gens dans nos sociétés ultra-matérialistes qui se posent des questions fondamentales. Et les catholiques, avec leur mode de vie assez simple, eh bien au fond attire. Et donc il y a à la fois un peu le vide et en même temps le plein. Si vous me permettez toute petite note personnelle. Oui, bien sûr. Il se trouve que moi j'ai un fils séminariste qui sera ordonné prêtre l'année prochaine, et il appartient à une famille religieuse où il porte la soutane. Voilà. Et mon fils, quand il se promène, alors il fait ses études, il est pas à Paris même, et nous habitons à côté de Paris, mais quand il vient, il a ses vacances comme tout séminariste, quand il vient à Paris, qu'il se prenne dans la rue de Paris en soutane, il me dit, je veux dire, il ne peut pas faire 50 mètres sans qu'il y ait des gens qui lui fassent soit un signe de tête, soit qu'ils disent un mot. C'est-à-dire que sa visibilité de futur prêtre, en l'occurrence, sa visibilité interpelle. C'est-à-dire que c'est très, très, dans une société déchristianisée, précisément. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en réalité, notre société est déchristianisée, mais au fond, les gens ne sont pas satisfaits. Ils ont le sentiment d'une part manquante. Voilà, une part manquante. Et donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que c'est là où il se passe quelque chose. Et c'est là où je pense que les catholiques de France, aujourd'hui, ont un jeu à jouer. On évoque quelquefois une connexion qui a suscité un débat assez fort en France en début d'année entre catholicisme et identité. C'est-à-dire certaines personnes qui renouent avec le catholicisme non pas d'abord par le chemin de la foi, mais par le chemin de, appelons ça, le catholicisme fait partie de l'identité française, je veux renouer avec l'identité française, donc je renoue avec le catholicisme. Certains y voient un chemin légitime pour renouer avec les préoccupations portées par le catholicisme, d'autres y voient une forme de chemin impur, c'est-à-dire comme s'il ne s'agissait pas d'une porte d'accès légitime au catholicisme. Est-ce que je pose correctement les termes du débat, et si oui, comment? Non, vous avez très bien posé les termes du débat. Alors ma position sera un entre-deux, c'est-à-dire que l'idée d'un catholicisme identitaire n'est pas la mienne. La foi catholique, c'est une adhésion
une adhésion à Jésus-Christ. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité. Bon, ça c'est une adhésion personnelle. À partir d'une nation, c'est une entreprise collective, si vous voulez. On est français ou québécois parce que en général ses parents l'étaient, ou si on a été naturalisé, mais c'est une appartenance collective. La foi, bien sûr, l'Église est une communauté, mais enfin il y a d'abord une adhésion à la foi on entre dans l'Église par le baptême, qui est une grâce personnelle que Dieu donne à une âme, si vous voulez. Donc les deux réalités se placent pas sur le même plan, si vous voulez. L'Église, la nation, ça se place pas sur le même plan. C'est pour ça que catholique identitaire, je dis attention, les deux choses se passent pas sur le même plan. Maintenant, les gens qui se posent, qui ont perdu tout contact avec l'Église ou qui ont un contact très lointain, s'ils s'intéressent à ce que dit l'Église, à ce que fait l'Église, parce que identitairement ils se sentent français ou québécois, pourquoi leur interdirait-on ce chemin? Donc je pense que c'est un chemin d'accès possible. Simplement, il faut leur faire prendre conscience que ça ne suffit pas. Si vous voulez, je dirais, en tant que chrétien, je dirais, je ne vais pas être sauvé parce que je suis français. Vous voyez, le salut au sens spirituel du terme. Voilà. Maintenant, si quelqu'un étant français se dit tiens, le christianisme fait partie de mon héritage et commence à se poser des questions d'ordre métaphysique parce qu'il est français, j'ai dit très bien. Il nous reste environ 5 minutes. Je me permets de vous poser quelques questions à propos d'une autre de vos passion que je n'aurais pas voulu laisser de côté, c'est la passion autrichienne. Ah, oui. Et donc vous avez fait vendredi une conférence à Montréal sur l'impératrice Zita, qui, si je ne me trompe pas, a passé quelques temps ici au Québec. Alors, d'une manière brève, si vous pouvez nous faire le portrait de l'impératrice Zita et des raisons de votre passion autrichienne. Voilà. Alors, très brièvement, l'impératrice Zita était l'épouse du dernier empereur d'Autriche, Charles Ier, qui a régné de 1916 à 1918. Et donc, en 1918, la monarchie austro-hongroise s'est effondrée. Les Habsbourg, la famille impériale, a été partie pour l'exil. D'abord la Suisse, puis Madère, où l'empereur Charles est mort à l'âge de 34 ans, et sa femme, l'impératrice Zita, elle a vécu jusqu'en 1989, elle est morte à 97 ans, ce qui fait que nous avons tous été pratiquement ceux nés avant 89, ont tous été contemporains d'une impératrice d'Autriche, alors que l'empire d'Autriche a disparu il y a très longtemps. Donc c'était une femme tout à fait exemplaire. Elle a vécu en Europe, en Espagne, en Belgique, et puis au moment de la guerre, elle est partie quand les Allemands envahissent l'Europe de l'Ouest. Elle est partie pour l'Amérique. Elle a vécu un petit peu à New York et puis ensuite elle s'est installée au Québec, à Québec. Donc l'impératrice Zita, en effet, a vécu à Québec de 1940 à 1949, pendant 9 ans. Avec un petit peu aussi des retraites à Montréal, près d'un monastère bénédictin qui est près de chez vous ici. Mais donc l'empereur Charles, qui était un saint, enfin a été béatifié par le pape Jean-Paul II en 2004, et après la béatification de l'empereur Charles, la procédure de béatification de l'impératrice Zita a été ouverte en Europe, et donc ce procès est actuellement en cours, est instruit en cours. Alors moi je suis président de l'association pour la béatification de l'impératrice Zita parce que on me l'a demandé, c'est un service qu'on m'a demandé, que j'ai accepté de rendre, et notre association, qui est une association fondée en France, a des filiales en quelque sorte dans tous les pays où l'impératrice Zita a vécu, et donc nous avons des amis canadiens, québécois, qui nous sont très chers et qui ont fondé une association canadienne pour la béatification de l'impératrice Zita, et donc j'ai eu le bonheur, je n'avais correspondu avec eux que par courriel jusqu'à présent, donc j'ai eu le bonheur de faire leur découverte amicale, et donc j'ai fait une conférence pour eux vendredi soir. L'impératrice Zita, c'est la vie d'une mère de famille exemplaire, d'une épouse exemplaire, d'une grand-mère exemplaire, c'est quelqu'un, une chrétienne exemplaire. Il nous reste à peine 3 minutes. Je me permets de vous relancer sur la question parce qu'il y a un intérêt constant pour l'Autriche chez vous. Alors c'est une histoire personnelle. Il se trouve que il se trouve que mon père, qui n'est plus de ce monde, a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est comme 800 000 jeunes Français a été fait prisonnier en 1940. Par les Allemands, quand malheureusement la France a perdu la guerre, il a été fait prisonnier en Autriche, voilà. Et emmené, voilà. Et donc après la guerre, il s'est marié avec ma mère et il a voulu revoir le pays où il avait été prisonnier, et il a inversé ces 4 années qui n'ont sûrement pas été agréables pour lui, ces années de captivité. Il les a versées en histoire d'amour, c'est-à-dire qu'il a retrouvé des gens qu'il avait connus quand il était prisonnier, etc. Et donc pendant toute mon enfance, mes parents allaient en vacances en Autriche et je les suivais. Donc
moi-même, j'ai renoué une espèce d'histoire d'amour avec l'Autriche, voilà, que j'ai perpétuée comme ça adulte. Et est-ce que d'une certaine manière, vous témoignez d'une forme de sympathie pour ce qu'on pourrait appeler l'Empire austro-hongrois, une forme de... Est-ce que la disparition de l'Empire austro-hongrois fait partie des catastrophes du début du XXe siècle? Oui, je pense que c'est une régression. Je veux dire, l'Empire d'Autriche s'étendait sur... Et la Hongrie s'étendait sur 13 États européens actuels. C'était une grande civilisation multinationale, j'allais dire multiculturelle, mais dans le bon sens. Bien sûr, pas au sens du terme, pas le multiculturalisme idéologique d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait différentes sources culturelles. Il y a une littérature, c'est Stefan Zweig, Joseph Roth, il y a de l'art, il y a la grande... ça a été une grande civilisation et on a payé, je pense, la destruction de l'Autriche-Hongrie par le règne, malheureusement, du nazisme, de Hitler, qui a conquis dans l'entre-deux-guerres toutes les petites nations qui composaient autrefois l'Empire des Habsbourg, et puis ensuite toutes ces nations malheureusement sont tombées sous la coupe de l'Empire communiste et dont ils ne se sont sortis qu'à la fin des années 1980. Alors Jean Sévilla, je vous remercie infiniment pour votre présence aujourd'hui à La Vie des Idées. Je vous remercie pour votre passage au Québec, ça nous a tous fait plaisir, je n'en doute pas, et au grand plaisir de vous revoir ici ou en France. Merci. Au grand plaisir.